Eh bien, bonjour et bienvenue sur l'espace du site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'évolution de l'humanité, que notre humanité, dans son ensemble, de façon désordonnée et intuitive, évolue vers son ultime perfection. Alors pourquoi ultime perfection? Parce que selon moi, l'humanité est toujours parfaite au présent tout en étant perfectible. On ne peut pas être mieux que ce que nous sommes. C'est le principe de cette évolution. On est parfait au moment où nous sommes, là en 2023, nous sommes parfaits pour ce moment d'évolution. Euh, mais nous sommes perfectibles jusqu'au moment où nous ne serons plus perfectibles parce que nous aurons atteint l'ultime perfection. Il n'y aura plus rien à faire à part contempler, jubiler, vivre le paradis que nous aurons réalisé. Donc les hommes sont destinés à finaliser ce paradis. Nous sommes en ce que j'appelle les hommes constructeurs, entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates, où nous nous sommes distingués génétiquement de nos cousins primates naturels, nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs, donc depuis cette époque où nous nous sommes séparés des autres primates et où nous avons commencé à élaborer le langage, les relations sociales, etc., la dextérité, la maîtrise du feu, la maîtrise de... Et puis toutes les grandes étapes d'évolution, à chaque fois, à chaque moment de cette évolution, nous étions parfaits tout en étant perfectibles. C'est un petit peu comme un enfant, l'évolution d'un enfant, un bébé, il est parfait en tant que bébé, même s'il tombe, il tient pas complètement debout, il se cogne au mur, il est, voilà, il pleure, etc., etc. Mais il ne peut pas être autre chose que ce qu'il est. Il est parfait en tant que bébé, et puis il est parfait en tant qu'enfant, puis il est parfait en tant qu'adolescent, même s'il doit passer par des épreuves, ce qu'on appelle voilà, les moments de l'adolescence où on va tester des choses, on va se mettre en danger, on va affronter des choses, etc. On pourrait croire que c'est de l'imperfection. Non, c'est la perfection, mais qui doit ressembler à de l'imperfection. Et l'humanité, là, actuellement, on dirait qu'elle est imparfaite, elle est imparfaite dans la réalité, mais elle est parfaite pour le moment présent. Elle ne peut pas être au-delà de ça. Dans 200 ans, elle sera au-delà de ça, mais ça ne peut pas être brutal. On ne peut pas, en un claquement de doigts, rendre cette humanité parfaite. Il y a tout un travail. C'est pour ça que bien souvent les philosophies asiatiques, dans le bouddhisme ou l'hindouisme, disent que la route, c'est en même temps la finalité. C'est le but. Le but, c'est aussi le chemin. Notre but, là, aujourd'hui, nous sommes dans le but, puisque nous construisons cette perfection pour nos frères humains, pour nos descendants. Alors, ce qui fait d'ailleurs de nous des altruistes absolus, parce qu'en fait, on apparaît sur cette planète sans le vouloir, plus ou moins. Voilà, donc bon, pour l'instant, on peut le juger comme ça. Peut-être que Platon a raison en pensant qu'on choisit le corps dans lequel on va s'intégrer, mais bon, peu importe. En tout cas, on arrive sur cette planète, on travaille, on grandit, on évolue, etc. On développe un potentiel jusqu'à pouvoir l'exprimer. Quand on est adulte, on va travailler en pensant qu'on travaille pour nous-mêmes, pour notre clan, pour notre famille, pour notre village, pour notre communauté,
pays, pour notre nation, etc. Et au final, tout ça revient à la grande évolution de l'humanité. Tout le reste est un leurre. On croit qu'on travaille pour sa communauté religieuse parce qu'on est, etc. Je travaille pour les chrétiens parce que je suis chrétien, je travaille pour, etc., etc. Mais non, en réalité, ça, c'est des appartenances inférieures à l'appartenance universelle. Ce sont des appartenances qui seront dépassées, qui devront être dépassées. Voilà, c'est juste le jouet de l'évolution. Voilà. Et l'orgueil qui va avec, j'appartiens à tel groupe, à tel pays, à telle communauté, et avec l'orgueil qu'on croit développer. Tout ça, c'est de l'illusion. En réalité, on travaille pour l'évolution de l'humanité. Et au final, on quitte cette planète en laissant absolument tout ce qu'on a fait. Et on le laisse à l'humanité. On ne le laisse pas à notre clan, à notre groupe, à notre nation, etc. Parce que la nation, elle n'était pas celle qu'elle est il y a 15 000 ans. Et elle ne sera pas ce qu'elle est aujourd'hui dans 15 000 ans. Notre communauté religieuse, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, mais dans 15 000 ans, elle sera tout à fait autre chose. Voilà, elle sera sans doute fondue dans la grande spiritualité, parce que la spiritualité, c'est le but de l'humanité. Mais ce n'est pas la spiritualité au niveau religieux, c'est ce que les spiritualités ont compris, c'est-à-dire le divin. On va vers la fusion avec le divin. L'ultime perfection, c'est la fusion avec le divin. Et cette fusion, elle se fait à travers l'extase, à travers le bonheur absolu, le souverain bien, la béatitude, l'éveil, le nirvana, le samadhi, la bhakti, enfin peu importe comment, toutes les grandes religions, toutes les grandes mystiques ont expérimenté cet état sublime de ce niveau de conscience absolue. Voilà. Et on va vers cet état-là, vers le fait de pouvoir expérimenter cet état de façon facile. Pour l'instant, il y a quelques éclaireurs dans l'humanité. Là, voilà, ben, il y a des soufis, des moines tibétains, des moines zen japonais, des hindous, voilà, des moines qui cherchent à atteindre cet état d'extase et qui y parviennent. Mais après beaucoup de renonciations, il faut maîtriser ses pulsions, il faut maîtriser ses désirs, il faut anéantir son ego, etc. C'est quelque chose de compliqué, de difficile. Alors, on peut aussi faire accidentellement l'expérience de l'extase. Ça a été mon cas. Par exemple, au tout début de la mécanique universelle, quelques mois après, je suis tombé dans cet état-là qui a duré une semaine. Et c'est ce qui m'a permis de comprendre l'importance de cet état-là. Pourquoi on cherche à atteindre cet état inconsciemment? Pourquoi on cherche à atteindre cet état de jouissance absolue? C'est peut-être un état qui est proche de celui qui est équivalent à celui qu'on ressentait dans le ventre de sa mère quand notre capacité à ressentir était présente. Donc c'est vraisemblablement un état comme ça. Mais qu'est-ce qu'il apporte cet état en plus? C'est tout le travail que les décennies et les siècles qui arrivent devront comprendre. Je l'explique sur la mécanique universelle, les grandes lignes. L'extase transcende la mort. On dépasse la mort avec l'extase. Ce que recherchent actuellement les Elon Musk et compagnie, tous ces chercheurs qui veulent repousser l'âge de la mort, pouvoir vivre 1000 ans, etc. etc. Oui, c'est bien tout ce travail, mais ils seront obligés de revenir à la base, qui est on transcende la mort par l'extase. Bien sûr qu'on peut repousser, ils arriveront à faire que l'homme puisse vivre 200 ans, etc. 1000 ans, j'en doute, mais voilà. Mais même, quand bien même ils feraient cela, même s'ils arrivaient
Et c'est là où c'est vraiment très intéressant, l'évolution. Tout a un sens dans l'évolution. Admettons, les, les- ces chercheurs arrivent à découvrir le truc miracle pour que on puisse vivre tant de, voilà, 200, 300 ans, 400 ans. Mais alors, à ce moment-là, d'abord, il faut qu'il y ait la paix, parce que on peut pas, on laissera pas, le monde ne se contentera pas d'un petit groupe d'êtres humains qui vivront 400 ans, et quand d'autres vivront 30 ou 40 ans, comme les intouchables en Inde, ou comme soit 50 ans dans certains pays, et puis voilà, c'est impossible. Cet état d'injustice soulèverait tellement de violence que il serait dans un état de danger. Ceux qui auraient la panacée pour vivre 400 ans, ils seraient obligés de vivre cachés ou peut-être de s'exiler sur une autre planète vis-à-vis de l'injustice qu'ils auraient engendrée. Voilà. Quoi qu'il arrive, et même si ils arrivent à diffuser ça sur l'ensemble de la planète, admettons tout le monde peut vivre 400 ans, ben c'est pareil. À ce moment-là, il faudra éliminer tout le reste des dangers. Et puis dardard, la guerre, les accidents, etc., etc., les morts à cause des changements climatiques. Donc, on serait obligé d'accélérer la perfection, le perfectionnement de cette humanité, quoi qu'il arrive. Et en tout cas, ça ne mettra pas, ça ne viendra pas à bout de la peur qu'engendre la mort. Même si on repousse l'échéance, la peur sera toujours là. Et ce que parvient à faire l'extase, c'est qu'elle parvient à abolir la peur de la mort. Elle abolit pas la mort, on meurt toujours, même quand on est en état d'extase, mais on n'a plus peur de mourir. La mort la peur de la mort disparaît de l'esprit humain. Donc on n'est plus tracassé par cette échéance inconsciente ou consciente. Et donc on vit dans un état de sérénité. Et donc on vit, voilà, les êtres humains vivront leurs 70 ans ou leurs 100 ans, 80 ans dans un état de sérénité absolue. C'est ça qu'on va gagner avec, à mon sens, hein, c'est ça qu'on va gagner avec l'évolution de l'humanité, avec l'état de perfection. Entre autres, parce que la perfection, c'est plein de choses, y compris donc dans cet état de perfection, la paix universelle. Et c'est pourquoi je m'appuie de temps en temps sur des ouvrages que je rencontre comme celui-ci, donc sur lequel je travaille depuis une dizaine ou 10, 12 vidéos. Donc, projet de paix perpétuelle par Kant. Voilà. Alors les hommes, depuis tout le temps, ont cherché à réfléchir à comment faire tomber cette violence qui est en nous, qui fait que on a envie de dominer l'autre, d'abord entre deux voisins, et puis entre deux villages, et puis entre deux pays, et puis voilà, entre deux nations, etc., entre deux dominants. Comment dépasser cela? Eh bien, Kant essaye d'y réfléchir. En 1795, quand il écrit cet ouvrage-là, ça correspond à à un moment de la vie qui était vraiment différent. On a évolué depuis, mais là, il venait d'y avoir la Révolution française. Le, le monde s'ouvrait sur d'autres horizons, sur la liberté, sur la possibilité de changer de modèle, etc., de ne plus être sous l'oppression, de pouvoir. On était dans un moment d'immense évolution. Peut-être un peu comme on a pu l'imaginer dans les années 1990, quand l'URSS est tombé, quand le communisme est tombé, le libéralisme a pensé que, eh ben, on rentrait dans un mouvement d'universalité. L'universalisation allait se faire, la mondialisation allait se faire, elle allait être heureuse, elle allait pouvoir donner du plaisir à chacun, faire émerger les pays émergents,
etc. Équilibrer le monde et puis surtout aller vers la paix. On s'est rendu compte, et ça c'est l'inconscient tout simplement, qui a agi comme ça. Parce que là, il y avait vraiment de quoi faire quelque chose, évidemment, de quoi constituer la paix universelle correctement. Mais ce qu'il fallait, c'était que les nouveaux dominants, ceux qui avaient vaincu, donc le libéralisme, puissent maîtriser cette exaltation primate que tous les primates connaissent quand un dominant renverse quand un prétendant renverse un dominant, il devient le chef d'un seul coup, il devient le boss du groupe, et là, il va se taper la poitrine, il va courir dans tous les sens, il va repousser son, son, son rival au lembe, il ne veut pas en entendre parler, l'autre est obligé d'aller se cacher dans un coin, et puis de venir péniblement pendant quelques semaines essayer de revenir. Voilà. Et à l'échelle humaine, c'est exactement ce qui s'est passé. Là, les États-Unis sont rentrés dans cet état d'euphorie. Ils se sont tapés les États-Unis et leur groupe dominant, hein, l'Occident. Et en fait, au lieu de choisir la paix et donc le respect de l'autre, le respect du vaincu, de choisir un système qui serait basé sur le système euh, des Jeux Olympiques, hein, c'est-à-dire, on respecte le vaincu, et à ce moment-là, on ne va pas le provoquer, on ne va pas chercher à le neutraliser, on ne va pas chercher à le ruser, à le dominer, etc., etc. On fait tomber les choses. Et en fait, c'est pas ce qui s'est passé. Les États-Unis et puis l'Occident, l'Europe, avec eux, ont profité de cet état de toute puissance pour essayer d'imposer leur loi sur l'humanité, de devenir les gendarmes du monde, de choisir qui on allait neutraliser, qui on allait renverser, voilà, mettre le monde sous leurs bottes en fait. Et là, c'était insupportable. Et cet état de toute puissance a conduit à ce que nous connaissons, et c'est-à-dire probablement au renversement de cette hégémonie. Parce que l'exagération fait qu'à un certain moment, de l'exagération, le monde se révolte. C'est valable dans un village, voilà, dans un village, c'est valable dans une famille, s'il y en a un qui prend le pouvoir de façon violente, etc., ben on va subir, jusqu'au moment où le groupe va se révolter. Si dans un village, il y a un voyou qui prend un peu le pouvoir, qui fait chier tout le monde, entre guillemets, qui impose sa loi, c'est par-dessus la loi normale, par-dessus la justice, et ben il y a un certain moment où l'ensemble va se révolter et va le terrasser. Et ben c'est exactement la même chose. Donc ça veut dire que c'est qu'une question de conscience. Ça veut dire que les dominants américains de l'époque Bush, les premiers en fait, hein, c'était Reagan, etc., Thatcher, ils étaient tellement dans l'euphorie, et en fait, ceux qui sont montés, c'était les plus capitalistes, les plus néolibéraux, en fait, qui sont montés. Ils se sont ils ont d'abord ils se sont organisés pour vendre les médias à l'oligarchie, donc aux dominants. C'était les plus oligarchiques et les moins démocratiques en fait des hommes d'État
qui ont été élus. Et même s'il avait l'étiquette socialiste, Mitterrand était dans cette veine-là. Il était, voilà, il était clanique, il privilégiait son clan, il privilégiait euh, l'oligarchie, il a accepté les règles de l'ultralibéralisme qui s'imposaient, etc. Bref, c'était pas un démocrate, c'était un de ces nouveaux dirigeants qui, depuis lors, se sont imposés, les Bush, les Sarkozy, etc., etc., en Angleterre, je ne me souviens plus comment ils s'appellent. Bon, bref, ce sont des dirigeants qui étaient à tendance oligarchique et non pas démocratique. Et donc, à un certain moment, cet excès d'oligarchie, qui, en fait, en laissant le pouvoir à l'oligarchie qui voulait dominer leurs concurrents, etc., eh ben, ils ont soulevé la contestation et ils ont fédéré de plus en plus. Les autres se sont fédérés quand ils ont vu que c'était plus un partage dont ils avaient. La mondialisation ne leur permettait pas un véritable partage, que c'était autre chose qui était programmé, que c'était une sorte de domination, de prolongation de la domination occidentale qui durait depuis 600 ans. Eh ben, ils ont commencé à s'organiser en BRICS, etc., etc. Voilà. Donc, et en fait, on est toujours dans ce modèle-là. Et donc, plus on garde des chefs d'État, parce qu'après, ça a été le cas de Hollande, ça a été le cas de tous les chefs d'État qui sont sur ce modèle néolibéral, qui n'est pas un modèle qui repousse l'idée de démocratie. Ils ont aucun des chefs d'État depuis ces années 90, peut-être un peu Chirac, parce qu'il c'était un de ceux qui avait une vision un peu gaullienne donc beaucoup plus démocratique. Mais sinon, globalement, on était dans un système qui s'opposait plus du tout à la domination, au désir de domination, au désir d'hégémonie des États-Unis. Et, en fait, si on reste sur ce modèle-là, avec ces dirigeants-là, donc, parce que ce sont les médias oligarchiques qui font élire des oligarques en puissance, quoi. Hein, ce sont des oligarques en puissance, ces chefs d'État-là. Au moins, ils ont la philosophie oligarchique à l'esprit. Si on laisse encore, si on continue dans cette voie-là, c'est clair que l'Occident va dans sa régression absolue. Parce que on ne sait, dans ce type de système compétitif et violent, on ne sait que donner des coups de menton. On ne sait que faire des épreuves de force. Même quand, voilà, c'est peut-être pas la meilleure solution, et c'est plus la meilleure solution. L'épreuve de force, maintenant, elle est plus à notre avantage. C'est terminé, à part d'une déflagration totale dans l'humanité, mais quoi qu'il arrive, on n'aura plus le leader d'une déflagration mondiale, d'une guerre. Donc, tant qu'on aura des présidents qui sont obtus, qui n'ont pas l'intelligence du QE en réalité, qui n'ont pas l'intelligence du coefficient émotionnel qui peut permettre de voir le monde dans sa globalité, de ne plus être de pouvoir imaginer une sortie des valeurs de dominant-dominé. Et donc de pouvoir proposer la justice. Proposer un fonctionnement de justice.
c'est-à-dire quelque chose de plus paisible. Bon, ben voilà, on arrête de vous provoquer, on arrête, on met, on fait tomber cette violence et on passe à autre chose. Voilà. Donc, ben, je vais commencer. Pardon. Allergie. Alors, je vais commencer à lire. Premier article définitif pour la paix perpétuelle. C'est le deuxième chapitre. Pardon. Oh mon Dieu. Pardon. Alors, dans tout État, la constitution civile doit être républicaine. Voilà. Pour Kant, l'État républicain était le plus important. Et il a raison sous cet angle-là. Et c'est clair qu'on est dans un... Pour la paix perpétuelle, Kant parlait au niveau des nations. Il y avait plusieurs États, plusieurs pays, plusieurs nations. On fonctionnait à l'époque avec comme seule visibilité la nation. Les nations entre elles, même si il y avait déjà des intentions de fédérer les nations, de fédérer l'Europe. C'est peut-être ce qui a été l'intention de Napoléon. Sauf que comme ça se faisait sous la forme de la violence, eh bien, il y a un certain moment où l'expansionnisme a soulevé tellement de haine autour de soi qu'on est renversé. C'est exactement ce qui se passe avec l'expansionnisme américain actuel, c'est ce qui s'est passé avec l'expansionnisme nazi, c'est ce qui s'est passé avec l'expansionnisme napoléonien, etc. Et on peut remonter toute l'histoire, certainement de la chute de Rome, la chute des empires égyptiens, des empires perses, etc., etc. Il y a un certain moment où la raison n'est plus là et donc on n'a plus que la conquête, on n'a plus que l'idée de dominer et c'est ce qui s'est passé avec les États-Unis. Ils ont commencé, ils ont renversé l'Irak, ils ont vu que ça marchait, ils ont renversé Kadhafi, ils ont essayé de renverser, etc., etc. Et en fait, c'était ceux qui étaient du côté plutôt russe. Voilà, ils voulaient en fait prendre le pouvoir sur tous ceux qui avaient un petit peu qui, qui, se, qui étaient un peu dirigés vers leurs concurrents. Et en fait, en faisant cela, ben, ils ont soulevé tellement de contestations au niveau mondial que, ben, voilà, au fond, c'est toujours ces dernières gouttes d'eau qu'on ne maîtrise pas. Dans le problème de la domination, et c'est valable pour un voyou du coin, c'est valable pour la mafia dans une île du sud de l'Italie, il y a un certain moment, ils vont grisé par la toute-puissance, ils vont commettre ils vont amener tout le nécessaire pour se faire renverser et pour que le monde, voilà. Donc c'est là où c'est magnifique en fait la façon dont l'humanité se construit. C'est-à-dire que un système hégémonique ne peut pas dominer. L'idée de Big Brother, ça ne peut pas fonctionner. Ça pourrait fonctionner peut-être quelques années, quelques décennies, mais globalement, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Et l'humanité a intérêt de prendre conscience que ça ne fonctionne pas pour cesser ce genre de choses, pour dire raisonnablement, bon, ok, ça ne marche pas, il faut qu'on comprenne que maintenant, ben, il faut jouer carte sur table, il faut travailler tous ensemble dans cette humanité, que personne ne se sente abusé, que personne ne se sente maltraité, qu'on soit vraiment en fraternité, qu'on s'entraide en fait à aller,
si on choisit l'idée démocratique, ce qui me semble-t-il la meilleure, eh ben on ne va pas l'imposer, on ne va pas proposer ça de façon tout à fait injuste, c'est-à-dire en soutenant des dictateurs, mais d'un côté et puis de l'autre en essayant d'imposer la démocratie dans d'autres pays, etc., par la force. Ça ne marche pas, donc on y va vraiment en fraternité, on n'envoie pas les bourrins, on n'envoie pas les esprits dominateurs, ce qui a été fait en Irak ou en Afghanistan. Les Américains se sont fait détester parce que ils arrivaient là comme des cow-boys. Ça ne peut pas fonctionner. Et donc, et d'ailleurs, c'est ce qui risque de se passer avec les révoltes. Là, le gouvernement laisse faire la police la plus violente, la plus justement cow-boy comme ça, qui commence à se faire vraiment détester. Et il y a un certain moment où le système renverse le système. Il y a pas, c'est comme ça mécaniquement. Il y a un moment où c'est insupportable. Et la dernière goutte d'eau, personne ne la maîtrise. Aucun dominant ne maîtrise cette dernière goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà. Et ça, c'est la mécanique de l'évolution humaine. Donc, il n'est pas possible, en fait, de se retrouver avec un système Big Brother qui prendrait le pouvoir, un système dominant, un système injuste qui pourrait s'imposer éternellement sur la planète. Voilà, ça n'existe pas, c'est pas. Donc on va bien vers l'état de perfection, de vraie perfection fraternelle, de paix universelle, d'amour du prochain, etc. On va vers ces valeurs qui sont incontestables en fait. Voilà. La valeur de domination, on la conteste. Elle est contestable, on peut la renverser, etc. La valeur d'amour, elle n'est pas contestable, donc tout le monde l'applique. L'entraide, le fait de proposer, d'aider à aller vers la démocratie, mais sans bousculer, sans violenter, en disant voilà, le projet, c'est d'arriver tous à un système démocratique, on va vous aider à faire passer voilà, à mener, etc. Mais pour ça, il faut être juste. Voilà. Donc, alors, dans tout État, la constitution civile doit être républicaine. La constitution instituée premièrement suivant les principes de la liberté appartenant aux membres d'une société en tant qu'hommes. Deuxièmement, suivant les principes de la dépendance de tous, d'une unique législation commune en tant que sujet. Et troisièmement, conformément à l'égalité de ces sujets comme citoyens. Voilà. Ces bases-là, c'est chaque chef d'État, depuis 30 ans, 40 ans, si chaque chef d'État avait voulu faire évoluer, mais ne serait-ce que d'une pichenette, ces valeurs, les valeurs démocratiques, la souveraineté du peuple, l'égalité des chances, l'égalité, l'ascenseur social, qu'on appelle l'ascenseur social. Juste d'une pichenette, le monde serait, on serait dans un état de bonheur. La France, les pays occidentaux ou le pays du monde seraient dans un état vraiment de bonheur. Ce qui s'est passé, pourquoi on est dans un sentiment inverse du bonheur? Pourquoi on a le sentiment de ne plus être heureux dans cette, comme on a pu l'être dans les 30 Glorieuses ou même dans des temps précédents, même si ce n'était pas parfait, loin d'être parfait, etc. Mais parce que on a fait l'inverse. Le néolibéralisme a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il a fait régresser les valeurs humaines, il a fait régresser les valeurs démocratiques, il a fait régresser l'égalité des chances,
l'égalité entre les citoyens, etc. Il a creusé les écarts entre les riches et les pauvres, alors que ces écarts ne cessaient depuis la nuit des temps, ne cessaient de se résorber progressivement, etc. Voilà. Donc en allant vers il n'a cessé d'amener de l'aristocratie, un nouveau système aristocratique, une nouvelle élite, un élitisme et une élite élitiste en fait, une élite injuste. Voilà, il a cessé de faire ça depuis ces 30 années. Et donc d'amener plus de souffrance, plus de violence, plus de mépris entre les classes, etc. Euh, plus de prédation des plus pauvres et de l'abandon des plus pauvres, des laissés pour compte. Voilà. Seule constitution dérivant de l'idée du contrat primitif sur laquelle doit être fondée toute législation juridique d'un peuple. C'est la constitution républicaine. Celle-ci est donc, pour ce qui est du droit en soi, la constitution qui sert de base à tous les genres de constitutions civiles, et seule la question se pose de savoir si c'est aussi la seule pouvant conduire à la paix perpétuelle. Alors oui, ça l'est, mais c'est plus au niveau de la nation. C'est-à-dire, c'est la constitution républicaine universelle dont il est question. C'est de ça qu'il faudra. Il faudra passer à quelque chose d'universel, transcender le national, et à ce moment-là, vraiment appliquer les fondements de l'idée de la République, c'est-à-dire la souveraineté du peuple absolue, pour le peuple, la gouvernance par le peuple, pour le peuple, etc. Et que les dominants soient au service tout simplement du peuple, avec la conscience d'être au service du peuple, mais du peuple universel. Et c'est ce vers quoi nous allons. Nous allons dans cette voie-là. Alors, ça prendra encore 1 siècle, 2 siècles peut-être, il faudra encore un peu de temps d'évolution pour arriver à cela. Mais on y travaille, l'humanité y travaille nuit et jour, quotidiennement, on travaille à ça, entre autres, à aller vers cette universalité. Et même par les plus mauvais moyens, c'est-à-dire la guerre, par exemple la guerre en Ukraine, elle travaille absolument à cette fédération, à cette élévation vers une république universelle, vers une constitution du monde universel. Elle travaille à ça, voilà, parce cette guerre, à mon sens, est en train de saper les bases, les fondements de l'hégémonie occidentale. Voilà. L'Occident est obligé, là, telle qu'elle est manœuvrée actuellement, cette guerre, elle conduit, à mon sens, à cela. Voilà. Bon, je vais en arrêter là pour cette vidéo et on va reprendre dans la foulée. On va profiter de ce temps désastreux qui fait éternuer pour faire des vidéos dominicales. À très bientôt. Merci de votre écoute.